Je pense que le moment est arrivé que les hommes de science s'adressent aux hommes politiques. Je suis journaliste, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier. J'ai constaté que dans la plupart des cas, ce sont des politiciens qui discutent sur les questions du pays. Et les intellectuels sont écartés. Or, quand un politique parle, il fait des calculs. Comment accéder au pouvoir? Mais si la question est traitée par un intellectuel, c'est pour rechercher la vérité et la dire même si elle dérange. Voilà pourquoi, avec des amis, nous avons décidé qu'on collabore il y a une collaboration entre l'université de Kinshasa, les facultés des sciences politiques, et l'RTNC. Et ce n'est pas la première fois. En 2012, je pense que les profs moi se rappellent, on a fait une grande conférence ici sur la balkanisation. Et grâce à cette conférence, je pense que ceux qui pensaient couper le Congo en morceaux ont reculé. Donc si on veut sauver le Congo aujourd'hui, il faut passer par l'UNIKIN. Ici, j'interviens comme politologue, chercheur indépendant. Le tribalisme ou l'ethnicité est un fléau qui ronge la société congolaise à tous les niveaux. En réalité, il s'agit de conflits d'ordre politique, économique, social et foncier. Faute de mécanismes de résolution de ces conflits, faute de règles de jeu politiques, économiques, bref, faute d'un État moderne et démocratique, ces conflits s'expriment à travers les canons dits ethniques ou tribaux. Pour comprendre le sens qu'on donne aux conflits ethniques, il convient d'abord d'éclairer l'opinion sur les concepts ethniques. Pour bien cerner ou pour faciliter la compréhension de la genèse de l'ethnie au Congo, l'évolution de l'ethnicité dans les centres urbains ou industriels, afin d'avancer certaines considérations liées aux voies de sortie. Premier point, les concepts ethniques. Ces concepts ethniques datent de la période où la civilisation grecque était à son apogée. À l'époque, les Grecs opposaient les Éthènes, singulier ethnos, et les polis, cités. Les Éthènes constituent les sociétés qui relevaient de leur culture, mais auxquelles manquait l'organisation en cité-État. Pendant longtemps, on n'a établi aucune distinction entre les populations européennes et les tribus du reste du monde, qui étaient désignées du terme des nations. C'est avec l'apparition de la nouvelle science anthropologique au Xe siècle, dominée par les données essentielles d'un strict évolutionnisme d'inspiration darwinienne, hérité des siècles de lumière, que le sens ancien du mot ethnie a été repris par les théoriciens modernes. En effet, les contes de Gobineau, dans l'essai sur l'inégalité des races humaines, publié en 1854, utilisa l'adjectif ethnique en référence uniquement à une problématique raciale. C'est Georges Vacher de Lapouge qui a écrit Les sélections sociales en 1896, qui fut le premier à introduire la notion d'ethnie dans la langue française. À la place de termes tels que race, peuple, nation ou nationalité, qu'il a jugé impropres, il leur substitue ceux d'ethnie, les premiers vocables lui semblant plus corrects et les seconds plus faciles à prononcer. Le terme ethnie est souvent traduit par tribu ou par état tribal. Les deux termes ethnie et tribu ont une signification en français apparemment voisine. Mais le second a acquis dans la littérature anthropologue anglo-saxonne un sens particulier. La tribu désigne, chez les anthropologues anglo-saxons, un type d'organisation sociale propre, c'est celui des sociétés segmentaires. Quant à la définition donnée par les anthropologues, on entend par ethnie ou tribu un groupe humain ayant une langue, un espace, des coutumes, des valeurs, un nom, une même ascendance et la conscience qu'ont les acteurs sociaux
d'appartenir à un même groupe. Cette définition entachée d'ethnocentrisme est tributaire de la conception de l'État-nation telle qu'elle a pu être abordée en Europe. Le dénominateur commun de cette définition générale de l'ethnie correspond en définitive à l'idée d'un État-nation à caractère territorial, d'un État au rabais. Distinguer en abaissant était bien la préoccupation de la pensée coloniale. De même qu'il était nécessaire de trouver les chefs, de même qu'il fallait-il trouver au sein du magma de population congolaise des entités spécifiques. Le concept d'ethnie, avec ses ambiguïtés, a été adopté par beaucoup d'ethnologues qui étaient confrontés en cela par la politique des administrateurs coloniaux en Afrique et en Asie, dont la préoccupation principale concernait l'identification des races. Deuxième point, genèse des ethnies en RDC. Après la conférence de Berlin de 1885 sur le partage de l'Afrique, les frontières ont été tracées sans tenir compte des réalités sociopolitiques précoloniales. Le roi Léopold II reçut des grandes puissances le Congo, où il construit pour la première fois un État, qu'on appelait l'État indépendant du Congo. Pour mettre son entreprise en valeur, le roi Léopold II organisa une administration dans le but de sédentariser les populations indigènes dans les frontières tracées à la conférence de Berlin. Ainsi, de 1891 à 1949, l'administration tenta de regrouper les populations congolaises en les désignant par des catégories communes afin de mieux les contrôler. Cette organisation administrative avait pour l'objectif de créer des entités homogènes. Ainsi, les noms de l'ethnie ou la tribu étaient inscrits sur les formulaires et les pièces d'identité. Ce phénomène prendra essentiellement trois formes. La première forme, c'est la création des ethnies. La deuxième, la transposition des noms utilisés avant la colonisation à des contextes nouveaux. Et la troisième, la transformation d'unités politiques ou de toponymes précoloniaux en ethnies. En ce qui concerne la création des ethnies, on peut dire qu'il existe celles dont aucune source orale ou archéologique ne peut attester, et dans la plupart des cas, elles sont la création pure et simple de la colonisation. C'est le cas des Bangala. Jean Tanche, qui est un anthropologue belge, note que le terme Bangala est donc une création européenne. Il est une transformation d'un seul terme existant, Mongala. Celui-ci est le nom de plusieurs villages dans les contrées dites Bangala. De son côté, Kraforiong qualifie les Bangala comme une ethnie artificielle. Un autre cas de création d'ethnie est celle remarquée dans le Maniema. Au Maniema, contrairement aux autres districts du Kivu, la chefferie n'est pas une identité politique traditionnelle à laquelle correspondait une conscience de solidarité ou d'identité politique. Celui-ci ne dépasserait pas les clans ou les villages. La plupart des chefferies ont été créées par les colonisateurs. Ce sont ces chefferies qui ont été reprises par les ethnologues. Il en va de même de l'ethnie Lulua. Mabika Kalanda a démontré que la dénomination Lulua s'est généralisée après l'occupation coloniale et grâce à elle. Ce qu'on appelle Lulua ne sont que la première vague des immigrants de l'ancien empire Luba du Katanga. À propos de la transposition des noms utilisés avant la colonisation à des contextes nouveaux, le professeur Ngoma a démontré comment certains noms ont été utilisés par les administrateurs coloniaux pour identifier certaines populations. C'est le cas de l'ethnie Manyanga, qui fut le nom du marché très connu et très ancien où s'est ravitaillé Stanley et sa suite lors de leur séjour aux chutes d'Mpioka en 1881.
Ce surnom donné alors aux habitants du pays demeura pour qualifier les anciens Sundis. Il en va de même d'Indibou. Ce sobriquet date des années 1890, lors de la construction du chemin de fer du Bas-Congo, Matadi-Léo. Il fut donné par les autres Congos parce que les gens de cette région répétaient souvent « Dibou »,« Divou » pour dire « n'est-ce pas » ou « c'est vrai ». Quant à la transformation d'unité politique précoloniale en ethnie, il faut dire que la désintégration d'un royaume ou d'un empire qui a eu un pouvoir centralisé laisse généralement un grand nombre de petites unités politiques autonomes de fait. Parmi les ethnies inventoriées par Yann Vassina, dans l'introduction à l'ethnographie congolaise, on retrouve 3 noms qui portaient 3 provinces de l'ancien empire Congo. Ainsi, la province de Bata a été identifiée à l'ethnie Bata. La province de Pangu a été identifiée à l'ethnie Pangu ou Tandu. La province de Sundi a été identifiée à l'ethnie Sundi. Les populations de l'ancien empire Lunda ou en ethnie Lunda. Les populations du royaume Kuba en ethnie Kuba. Cependant, les anciens colonisateurs n'étaient pas les seuls à créer des ethnies. Les Congolais aussi sont devenus maîtres en création des ethnies. C'est le cas de la division ethnique Mutombo et Katawa au Kasaï occidental, lors du conflit opposant Guillaume Lubaya à Mukenga Barthélemy. De Bena Muto Mukuna et Bena Chibanda au Kasaï oriental, lors du conflit politique opposant Ngalulam Pandangila à Albert Kalonji. Ces 2 couples étaient en compétition pour le contrôle politique de leurs provinces respectives. En somme, ces ethnies ou tribus, créées par les colonisateurs, imitées par les élites congolaises, seront intériorisées par la population qui en fera un instrument idéologique de détermination sociale. Troisième élément, enjeu du tribalisme ou de l'ethnicité. La création des centres urbains, industriels et miniers avait suscité une nouvelle expression de l'ethnicité ou du tribalisme. En effet, dans les centres urbains, industriels et miniers, l'administration coloniale et les sociétés avaient regroupé les indigènes sur base ethnique. Ainsi, les associations tribales créées à cet effet ont été autorisées à jouer le rôle d'intermédiaires. Ce nouveau rôle confié aux associations tribales va inaugurer une nouvelle forme d'expression différente de celle qu'on peut trouver au village. Dans les villages, l'ethnicité suppose une participation à un système effectif et à la vie journalière avec les membres de l'ethnie, souligne Crawford Young. Cette participation permanente est basée sur les besoins sociaux présents et non sur un conservatisme pur et simple. Par contre, dans les centres urbains, une nouvelle forme d'ethnicité se développe. Il ne s'agit pas là d'un groupe structuré sur un canevas déterminé, mais d'un réseau de solidarité à la limite ethnique. Les citadins révèlent leur origine par la langue qu'ils utilisent, la façon de vivre, ce qui leur permet de classer leurs voisins et connaissances dans des catégories qui déterminent la façon de se comporter les uns vis-à-vis des autres. À cette nouvelle forme d'ethnicité ou de tribalisme, plusieurs conflits ont éclaté au sein des communautés indigènes vivant dans des centres urbains. 4 causes peuvent être à la base de ces conflits. Il s'agit de frustration psychologique, de la modernisation de la vie, du processus politique et de la nature de l'État congolais colonial et post-colonial. En ce qui concerne les frustrations psychologiques, il faut souligner que durant la colonisation, les administrateurs ont attribué des étiquettes de supériorité ou d'infériorité à certaines ethnies.
supérieure quand elle acceptait facilement la pénétration et les idées européennes, inférieure ou médiocre celle qui les rejetait. Les ethnies qualifiées de supérieures traitaient les inférieures avec beaucoup de mépris. Ce sont ces qualificatifs qui ont été exploités dans les conflits opposant les Bakongo au Bangala, à Léopoldville, les Baluba au Loloa, à Luabu, les Mongo au Gombe, à Mbandaka, les Kassaïens au Katanga, les Tutsis au Hutu, au Rwanda. Quant à la modernisation de la vie, il faut dire que l'accès aux avantages sociaux et économiques a suscité certains conflits entre les communautés. C'est le cas des conflits entre Kassaïens, les Katangais au sein de la Gécamine. À propos du processus politique, il faut relever que celui-ci implique des conflits qui ont trait à la fois à des avantages matériels, à des positions sociales et à des principes moraux. Et l'évolution d'un ennemi menaçant peut aider à s'assurer l'appui de ses cibles potentielles. C'est dans ce contexte que les leaders politiques qui nourrissent quelques ambitions découvrent que les moyens les plus rapides et les plus sûrs de saturer des partisans consistent à tenir des discours tribalistes alarmants. C'était le cas aux élections communales en 1957 et provinciales et législatives en 1960. C'est sur base de l'appartenance ethnique qu'on demandait aux électeurs de se rallier au processus politique. Par ailleurs, la politique de découpage territorial et le déplacement des populations par l'administration coloniale a créé des conflits fonciers entre les transplantés et les premiers occupants. C'est le cas de Benanchimba et Benakapuya au Kasaï oriental. En définitive, le tribalisme dont on peut s'abreuver à satiété dans les médias lorsqu'ils traitent de l'Afrique est toujours signe d'une autre chose, les masques de conflits d'ordre social, politique et économique. Les derniers points, ce sont des considérations générales. De ces genèses aux enjeux du tribalisme au Congo, certaines observations peuvent être avancées. Contrairement aux idées reçues, la tribu ou l'ethnie n'est pas une identité politique stable et définie dans le temps. Les ethnies ou tribus naissent et meurent, et cela même sans déplacement de population ni changement important dans les cultures objectives des communautés qui les composent. L'ethnicité ou le tribalisme est un processus de structuration culturelle et identitaire plutôt qu'une structure donnée. Et le tribalisme ou le régionalisme n'est pas en soi une force politique, c'est un canal par lequel se réalise la compétition en vue de l'acquisition du pouvoir, des richesses et d'un statut. Par ailleurs, le tribalisme est le résultat de l'échec dans la construction de l'État. Au sein de l'État colonial construit par Léopold II et l'État patrimonial construit par Mobutu, sur la fin, la majorité de la population a été exclue des affaires publiques. Dans ces conditions, l'individu choisit d'ignorer le pouvoir du prince et les institutions centrales pour s'investir au contraire dans sa propre communauté d'appartenance où il trouve sécurité et confort que l'État n'est pas capable de donner. Pour terminer, je peux vous dire que les problèmes tribaux, tout comme le tribalisme, l'ethnicité, c'est quelque chose qui a été une construction. On peut construire et déconstruire. Tout dépend de la qualité des élites politiques et économiques et intellectuelles. Donc, avec la situation politique que nous connaissons aujourd'hui, je pense que l'Université de Kinshasa a un devoir d'éclairer l'opinion publique, d'éclairer les hommes politiques et d'aider notre peuple à savoir identifier ses intérêts pour éviter
la confusion dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je vous remercie.